Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. En compagnie d'Isabelle Perron. Salut Isabelle. Bonjour. Là, tu veux me parler d'une série qui parle de la sexualité en fin de vie, Dying for Sex. Oui. Mourir de sexe en français, on va dire. C'est basé sur une histoire vraie. Puis c'est pour ça que j'ai choisi de t'en parler, parce que c'est sur une mauvaise plateforme. Mais quand ça devient un sujet de société, je me permets de parler de ce sujet-là. C'est une femme, au fait, Molly Kotchan, qui à un moment donné reçoit le diagnostic d'un cancer, puis c'est rempli de métastases, donc elle ne pourra pas guérir de son cancer. C'est une série documentaire ou c'est une série de fiction? C'est une série de fiction, mais basée sur une histoire vraie. Il y a un balado qui avait été fait en ce sens-là avec, c'est le podcast Wondering avec Nikki Boyer, puis il avait raconté cette histoire-là. Et ça avait inspiré donc l'histoire. C'est une femme donc qui sait qu'elle va mourir, elle a 42 ans, puis elle veut avoir l'orgasme et connaître une vie sexuelle épanouie, mais son conjoint est mal à l'aise d'avoir une relation intime avec elle parce qu'elle a eu une mastectomie, parce qu'elle a l'impression qu'il faut qu'il prenne soin d'elle, qu'elle est fragile, mais elle veut vivre une vie sexuelle active jusqu'à sa mort. Ouais. Alors, elle quitte son conjoint après 10 ans pour avoir la vie sexuelle dont elle désire, passer à travers les tabous qu'elle-même s'était mise en tête, avoir un regard, en tout cas dans cette série-là, de la sexualité féminine aussi. Ça m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'on parle très peu de ça, je trouve, la sexualité quand on vieillit, mais surtout quand on sait qu'on va mourir en soins palliatifs, par exemple. Puis j'ai regardé la littérature, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, puis ce qu'on dit, c'est que c'est encore tabou aujourd'hui, et c'est tellement tabou que certains vont s'empêcher par les références culturelles d'avoir des relations alors que c'est un besoin de base. Il n'y a jamais personne qui a proscrit ça. Tu sais, c'est bon pour la santé quand tu es capable de le faire, puis tu respectes ta limite. Même que j'ai écrit à plusieurs sexologues hier et aujourd'hui, plusieurs ont dit « Ah, ben nous, on n'est pas vraiment spécialisés là-dedans, fait qu'on passe notre tour. » Et plusieurs ont décliné mon offre en disant « On n'a pas eu beaucoup de confrontations là-dessus. Les gens ont un malaise peut-être à parler de ça ou n'osent pas aller consulter peut-être quand il y a ce genre de situation-là qui se présente. » Mais on peut comprendre aussi, parce que tu es tellement centré sur ta survie, dans le fond. Est-ce que pour la plupart des gens, ça peut ne pas être secondaire? Il y en a qui n'ont pas envie. Mais si on n'a pas envie, c'est correct. Dans son cas, elle avait un désir, une pulsion. Elle disait, je vais mourir. Elle savait qu'elle mourrait. Elle savait, c'était clair. Ouais, c'est comme tu fais ta bucket list, puis il y a faire l'amour autant de fois que je peux au début. Je veux être capable de trouver c'est quoi l'orgasme. Comment elle n'avait jamais eu d'orgasme à 42 ans. C'est ce qu'elle disait, qu'elle n'avait jamais eu quelque chose de satisfaisant. C'est plus ça qui m'étonne. Il y en a plusieurs. Hein. Moi, j'ai plusieurs amis qui n'ont jamais eu d'orgasme, puis ils ont découvert l'orgasme dans la trentaine. Ils n'ont jamais été en relation avec quelqu'un et ils ne savaient pas c'était quoi avoir un orgasme. Non, mais attends, c'est parce que là, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Oui. Tu peux avoir des orgasmes avec quelqu'un, mais tu peux aussi avoir un orgasme avec toi-même. Oui. Elles n'ont jamais eu d'orgasme. C'est comme s'il y avait de la difficulté avec leur anatomie ou que c'était pas juste mécanique, qu'il y avait d'autres façons. Des fois, la pénétration ne donnait pas l'orgasme. C'est comme si pour elles, c'était la seule façon de l'avoir. Puis ils ont découvert à un moment donné qu'il y avait autre chose. Mais ça, c'est documenté. La pénétration ne garantit pas un orgasme. En fait, l'orgasme, c'est du clitoris. Plutôt, oui, c'est le frottement. Ça. Donc, tu peux avoir un orgasme avec pénétration, mais c'est le frottement avec le clitoris qui va faire... Mais justement, tu peux t'arranger toi-même, c'est ça que je veux dire? Exact. Mais ces femmes-là, en relation avec un homme, n'avaient pas eu d'orgasme. Non, mais laisse faire le gars. Je veux dire, toi, toute seule, tu comprends? Toi, toute seule. Toi, toute seule, tu peux en avoir. Fait à 42 ans, d'avoir jamais eu d'orgasme, même quand tu te masturbes, toi, c'est quand même étonnant, non? Ou qu'elle n'a pas pris le temps de l'assumer ou de l'épouser. Ça peut prendre 5 minutes, là. Ça peut prendre 5 minutes, mais j'ai l'impression que peut-être que quand tu réfléchis pas à ça, la vie va vite, la sexualité, des fois, on le met de côté ou on se néglige ou on le fait soi-même puis on prend pas le temps de l'absorber. J'ai l'air surprise, mais en fait, il y a une statistique, puis là, il faudrait que je la retrouve exactement, mais il y a plusieurs années, j'étais tombée sur une statistique qui disait que c'était genre 3 femmes sur 4 au Québec. Puis ça paraît tellement gros là, que tu te dis ça se peut pas, n'avaient soit jamais touché leur clitoris ou n'avaient même pas idée exactement d'où il était. Non. On a très peu d'informations. Où ils se situaient sur leur corps. Là, je me disais, voyons, ça se peut pas. Puis même comment est fait le clitoris, même la portion mécanique, là, l'intérieur, le clitoris, c'est assez gros. Là. Tu sais, ce qu'on voit, la petite pointe, c'est tout petit, mais à l'intérieur, c'est beaucoup plus gros que ça. Là. C'est juste la pointe de l'iceberg qu'on voit, là, mais il y en a plein qui savent pas. Mais c'est quand même étonnant, non? Donc, on n'a pas eu l'éducation. Imagine les jeunes aujourd'hui c'est pour qui ont ça. une éducation...
OnlyFans là, ou Pornhub ou autre. Là, on est dans la mécanique et la performance. En plus, on est zéro dans comment on se sent, nos besoins, nos désirs, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis il y a toujours le jugement qui fait que des fois, ça bifurque le désir. Parfois, tu pourrais avoir une vie sexuelle plus active, mais par le jugement ou par le contexte culturel dans lequel tu as évolué, ben ça fait que tu l'es moins. Dans son cas, à elle, en tout cas, c'était vraiment l'espèce de tabou de fin de vie où les gens autour, il y en a qui étaient mal à l'aise. La mastectomie rendait mal à l'aise son ex-conjoint, entre autres. Puis je me disais, c'est fou. Il y a une étude en France qui disait qu'en 2006, les femmes entre 50 et 69 ans, moi, je trouve pas ça vieux du tout, là. Ben non. Mais il disait qu'il y avait me permet de dire, ben non. Moi, dans ma tête, gériatrie, ça fait 85 ans plus dans ma tête. Tu sais que Jeannette a reculé tout ça. Ben oui. Elle vient toute de reculer la barrière. Complètement. Puis ça fait aussi c'est qu'on vieillit plus vieux, mais c'est comme si on n'a pas changé nos perceptions de l'âge. C'est pas normal d'avoir une carte de la FADOC à 50 ans. C'est pas l'âge d'or, 50 ans. Non, certainement mais ça n'a pas de bon sens. Mais on n'a pas changé. Mais on vit plus longtemps. Puis ce qu'il disait par rapport aux relations sexuelles, c'est l'Université de Limoges qui a fait ça. C'est que les femmes entre 50 ans et 70 ans, en 2006, disaient avoir 5 rapports sexuels par mois, alors qu'en 2012, on était rendu à 7 rapports sexuels. Est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'on le dit plus puis on a moins honte dans les sondages? Peut-être. Mais il y a une augmentation chez la femme parce que c'est là qu'il y a un plus gros enjeu. Parce que la mécanique des hommes et des femmes change en vieillissant, mais le désir masculin déclinerait moins vite que celui de la femme. Oui, ça aussi, c'est documenté, mais bon. Mais parce qu'on est dans un contexte comme ça aussi. La culpabilité est beaucoup sur l'épaule des femmes, puis on vieillit, puis c'est comme s'il faut se stationner dans le coin alors que la sexualité fait partie si t'en as envie. Parce que comme tu dis, des fois, la maladie ou parce que t'en as pas envie, c'est OK de pas le faire, mais je trouve ça dramatique de se priver par le contexte social où il y a encore un gros tabou autour de la sexualité en vieillissant. Complètement. Mais donc, tu as aimé cette... Moi, j'ai aimé ça parce que je me suis rendu compte à quel point on n'en parlait pas sur la place publique. Puis je me dis, c'est vrai que les gens malades qui ont une maladie X, on parle de cancer, mais ça peut être autre chose. Ben, c'est certain que c'est OK d'avoir une vie sexuelle. Moi, je trouvais que c'était un sujet. Puis j'ai envie d'en reparler. Moi, je veux trouver quelqu'un, un spécialiste qui va m'en parler. Là, j'en ai parlé 5 ce matin. Il y en a plusieurs qui ont décliné. J'aimerais trouver quelqu'un qui va finir par pouvoir me parler de la réalité au Québec des personnes en fin de vie qui ont une vie sexuelle active. Mais oui, c'est un très bon sujet. Il y a Mike qui dit, comme on sait qu'on va tous mourir, moi, je me gêne pas. C'est pour ça que je baisse tous les jours. Moi, j'aime sa franchise. Bon, tu vois? J'aime sa franchise. Stéphane qui fait un petit point parce qu'il rappelle que c'est Disney qui est la compagnie de streaming qui diffuse. Évidemment, c'est une compagnie. C'est ça? C'est Disney? C'est-tu sur Disney? C'est Stéphane de Montréal qui dit ça. Reste que Disney, c'est pas une plateforme québécoise. Non, donc c'est pour ça. Parce qu'il dit, tu dis mauvaise plateforme. Ben, au fait, c'est dans notre pensée où on veut mettre en lumière les plateformes québécoises, Disney devient donc... Mais il semble dire que c'est la compagnie la plus anti-dictat Trump, c'est vrai? Je ne sais pas. Je peux pas me prononcer là-dessus. Aucune idée. Ouais. Mais écoute, merci, parce qu'on s'en cherche des séries qui viennent aussi nous... T'sais? Ah, Éric Lavoie qui dit « Attention, petite précision, j'ai déjà rencontré une femme qui est anorgasmique. Le pourcentage est extrêmement faible, mais dès le départ, c'est elle qui m'en a parlé. » Ben là, ça se peut des fois qu'il y a des gens... Il y a toutes sortes d'histoires, là, si on commence là-dessus. Il y a des exceptions, c'est ça. Mais merci du commentaire. Mais oui, ça, c'est sûr qu'il y a des exceptions à travers tout ça. Ouais. Très intéressant, en tout cas, comme sujet. Merci d'avoir permis de nous réfléchir là-dessus. Je reçois... tu connais le docteur Joseph Dahin? Il est intensiviste au CIS de Laval. Il est très suivi, justement, sur TikTok, plus de 70 000 personnes. Et c'est un médecin qui a décidé de rendre hommage aux travailleurs de la santé qu'il a beaucoup côtoyés. Et les anges gardiens. Oui. Et qui essaie de trouver une façon de les remercier. Puis il a créé un écusson avec une fondation pendant la pandémie et tout. Mais il a voulu voir... qu'est-ce qu'on avait gardé, appris, tout ça. Ce qu'on a vraiment appris. Bien, c'est ça. Et sincèrement, j'ai très hâte de lui parler parce qu'en plus, je pense que ça va déborder sur la situation de nos hôpitaux en ce moment. Et j'aime beaucoup le docteur Dahin parce que c'est un médecin qui n'a pas la langue de bois. Oui. Alors, j'encourage beaucoup nos auditeurs à rester à l'écoute. Parce qu'avant la pandémie, il y avait quand même de grands problèmes. La pandémie a le dos large. Imagine maintenant. Ben voilà. Voilà. À tout de suite, tout le monde, restez là.